Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse, un deuxième épisode consacré au top 10 des valeurs favorites de Trends. Comme chaque année, nos journalistes, nos analystes se sont penchés sur les résultats des entreprises, les secteurs qui ont le vent en poupe, ceux qui ont un peu plus de difficultés, pour sortir ces 10 valeurs qui ont finalement peut-être le plus de potentiel pour l'année 2026. Alors la semaine dernière, on a fait place honneur à la Belgique avec Aedifica et Kinepolis. On va rester en Belgique pour commencer avec les biotech que nous allons évoquer cette semaine. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, je le disais, on reste en Belgique avec ce secteur important quand même des biotech. On ne peut pas évidemment ne pas retrouver Argenix dans ce top 10. Mais oui, c'est vrai, et au contraire d'autres, c'est une valeur qui n'est pas à rattraper. Au contraire, elle est en pleine croissance. Elle est même en avance, diront certains, sur ses résultats. Mais bon, ça on y viendra. Argenix, pour rappel, c'est quand même la vedette de la bourse Bruxelles ces dernières années. Elle compte pour beaucoup dans la progression de l'indice. C'est la deuxième valeur la plus importante à Bruxelles, après AB InBev. Mais à bonne distance, mais enfin quand même, AB InBev c'est 100 milliards, Argenix c'est pas loin des 50 milliards. C'est de très loin la deuxième plus importante. Argenix, pour rappel en 2 mots, c'est le traitement des maladies graves auto-immunes. Et j'ajouterais que, comme ils expliquent eux-mêmes, la société exploite les caractéristiques du système immunitaire des lamas. Ça, c'est un truc qu'on retiendra facilement. Il fallait y penser. À défaut du reste, je ne viendrai pas sur tous ces médicaments, tous ces traitements et les maladies qu'ils combattent. Je ne crois pas qu'il y ait eu un Belge sur 1000 qui puisse le comprendre. Signalons qu'ils ont une plateforme technologique qui est devenue assez célèbre, on peut le dire, c'est Simple Antibody. Donc, entreprise importante, avec une grande renommée, et qui est en bonne croissance depuis tout un temps déjà. Justement, comment s'est passée son année 2025 ? Alors, 2025, ça s'est fort bien passé. Un petit mot sur le cours de bourse. Plus 30% sur un an, mais plus 2/3 par rapport au plus bas de juillet. Donc, c'est une entreprise qui a eu quand même connu une grande faiblesse printemps-été. À cause de quoi ? Donc, c'est pas une valeur de père de famille toute tranquille. Donc, c'est des hauts et des bas. Parfois, on dit, tiens, ce médicament marche moins bien que prévu. Le médicament vedette, le Vyvgart, a connu parfois des hauts et des bas. Bon, maintenant, la croissance continue pour ce Vyvgart. Donc, chahuté en bourse, mine de rien, mais au total, c'est très positif. Et au niveau des chiffres, des résultats, le 3e trimestre a été marqué par un chiffre d'affaires de 1,13 milliard, on parle en dollars. C'est une comptabilité en dollars pour cette entreprise néerlandaise basée à Amsterdam. Donc, Et 19% de hausse à un trimestre d'écart et 100% de hausse quasiment, 96 plus précisément, à 1 an d'écart. Donc, belle croissance. C'est pour la première fois que le chiffre d'affaires atteint 1 milliard sur un trimestre. Alors, on pourrait se dire, attendez, c'est très bien tout ça. Enfin, 1 milliard sur un trimestre, ça ne ferait jamais que 4 milliards de chiffre d'affaires par an. Pour une entreprise dont la capitalisation approche les 50 milliards, c'est peut-être très richement payé, peut-être un peu trop richement payé. C'est vrai qu'il n'y a pas que cette croissance du chiffre d'affaires qui joue, évidemment. Il y a aussi le bénéfice, et le bénéfice, lui, a explosé véritablement. Il était encore très modeste en 2024. Sur 9 mois, ici, il a atteint 759 millions de dollars. Donc, sur un chiffre d'affaires de moins de 3 milliards, pour ces 9 mois de l'année, la marge nette est de 26%, explosion, marge élevée. Oui, voilà, c'est là la grande nouveauté, le grand événement, entre guillemets, de 2025, c'est un gros démarrage au niveau du chiffre d'affaires et des bénéfices. Ça, la confiance qu'on avait en Argenix depuis plusieurs années déjà, le cours a fait x100 depuis 2014, c'est quand même pas rien. Cette croissance s'est concrétisée en 2025. C'est ça le grand événement. Et je suppose évidemment que s'il fait partie des favoris 2026, c'est qu'on attend quelques annonces ou quelques événements importants. Mais en fait, il y a
Une chose à retenir, en tout cas pour 2026, c'est que au-delà des traitements déjà commercialisés, on attend des résultats pour au moins 5 tests en phase 3. Test en phase 3, ça signifie un traitement que l'on espère proche de la commercialisation. Si la phase 3 se passe bien, on va entamer la production et la commercialisation. Pas la semaine suivante, évidemment, c'est pas pour l'immédiat. Enfin, ça, c'est quand même énorme. 5 tests phase 3, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, on se dit que ça pourrait être un nouvel élan à la valeur, à l'action Argenix, dont, soit dit en passant, le rapport court-bénéfice est revenu de 61 pour l'année passée à 47 pour cette année. C'est encore beaucoup, mais enfin, avec une telle croissance, il pourrait diminuer rapidement. Donc, on peut dire, voilà, c'est cher, mais ça n'est pas trop cher, confère les Magnificent Seven. Et les analystes en pensent quoi? Les analystes sont positifs. On a trouvé 14 analystes qui suivent la valeur, 10 à l'achat, 3 accumulés, ça veut dire achat moins empressé, et 1 conservé, donc pas d'avis négatif. Alors, une telle valeur peut connaître une pause, ou même un accès de faiblesse comme on l'a vu cet été. Enfin, bon, enfin la rentabilité, enfin les ventes très concrètes, avec un pipeline intéressant pour 2026. Voilà une valeur dans laquelle on peut continuer à croître en tout cas. Des signaux qui sautent au vert. Autre biotech dans le classement des 10 valeurs favorites de Trends. C'est un tout autre contexte pour le coup quand même. C'est Novo Nordisk. Oui, Novo Nordisk, entreprise danoise pour rappel, dont les médicaments vedettes, ils sont pas seuls, hein, mais enfin, médicaments vedettes, c'est l'Ozempic contre le diabète et le Wegovy contre l'obésité. C'est une entreprise qui tombe de Charybde dans Scylla, pour prendre une référence littéraire. Elle n'arrête pas de connaître des malheurs. Crash en décembre 24. Le 20 décembre 24, moins 21% pour le cours. Ça, en une journée, pour une valeur à l'époque phare, c'est quand même une cata absolue. Nouveau crash en août 25, moins 36% en 10 jours cette fois-ci. Encore des mauvaises nouvelles, révision à la baisse sans arrêt. Et peu de redressement entre ces crashs, il faut bien dire. Cette valeur n'arrête pas de baisser. Elle avait connu un pic de plus de 1000 couronnes danoises, puisque entreprise danoise cotée à Copenhague, en juin 24. Le plus bas de cette année, c'est 266, presque moins 3/4. Aujourd'hui, on en est à moins 2/3. C'est un peu moins mauvais. Enfin bon, voilà, c'est la catastrophe absolue. Début novembre, elle a encore lancé un 4e avertissement, un abaissement des prévisions. C'est malheur après malheur. Mais enfin bon, du coup, elle est le meilleur marché, évidemment. Bon, voilà. Ouais, j'allais dire quand même, c'est vrai que j'ai pas l'impression que Novo Nordisk ait pété des flammes en 2025. Hein. Elle a plutôt connu l'enfer, les flammes de l'enfer, on peut le dire, comme déjà à fin 24. Disons que, allez, on va prendre, just pour fun, une petite bonne nouvelle, c'est que l'OPA qu'elle avait lancé sur Metsera, c'est tout récent, d'octobre-décembre, octobre, pardon, fabricant de médicaments contre l'obésité, tiens. Du coup, Pfizer a dit, mais vous voulez un monopole pour l'obésité? Non, c'est illégal, etc. Et une grosse bagarre, et c'est Pfizer qui l'a emporté. C'est une bonne nouvelle peut-être dans la mesure où le marché avait très mal réagi, ils payaient Metsera beaucoup trop cher. Donc s'ils ont raté l'Européa, ils ne payent plus trop cher et c'est plutôt une petite bonne nouvelle. La vraie bonne nouvelle, c'est le nouveau président qui était élu à une super écrasante majorité, Rebien Sørensen. C'est une bonne nouvelle parce que là, il y a unanimité sur la personne. Novo Nordisk connaissait aussi un gros problème de gouvernance. Il y avait vraiment, les actionnaires n'étaient plus du tout en phase avec la direction. Et ça, c'est toujours très grave dans une entreprise. Ça signifie une crise aiguë qu'il faut résoudre. Bon, cette crise-là est résolue, peut-on dire. Il y en a d'autres, malheureusement, qui est la concurrence féroce de Eli Lilly, l'américain, qui a des médicaments concurrents de l'Ozempic. C'est le Mounjaro. Concurrent de le Wegovy, c'est le Zepbound. Et là, ça marche pas du tout. Le Wegovy a connu une croissance des ventes de 6% au 3e trimestre. Pour l'ensemble du marché, la croissance est de 150%. Donc voilà, ils sont en chute libre, disons-le franchement, Novo Nordisk. Ils perdent beaucoup de terrain, donc c'est toujours pas ça. Enfin, bon, on peut espérer quand même que la direction a compris le problème, ils ont pris des mesures, ils vont en prendre surtout. Et en attendant, il faut quand même souligner que
le rapport cours-bénéfice de Novo Nordisk, qui était de 35 l'année passée, est tombé à 13. Alors, on comprend, c'est justifié. Enfin, ça signifie aussi qu'on prend pas beaucoup de risques à acheter cette action. L'entreprise est quand même reste relativement solide d'une certaine façon. Elle réalise toujours des bénéfices. Les bénéfices sont attendus en petite baisse pour l'année prochaine. On a revu ça à la baisse. Ouais, ça fait 22 couronnes par action au lieu de 25 attendus au départ. Voilà, c'est toujours un bénéfice convenable, on va dire. On est loin d'être dans le rouge. Donc, PI de 13, oui, les analystes sont assez partagés, en fait. C'est assez cocasse. Leur objectif de cours moyen de 400 couronnes, c'est très supérieur au cours actuel. Mais certains ne visent que 270 couronnes, d'autres 540. Donc, très partagé. Visiblement, pour certains, ce n'est pas gagné d'avance. Nous estimons quand même que le risque est assez faible contre un espoir plus que raisonnable de renouveau, de vrai rebond en 2026 et les années suivantes aussi, bien sûr. Nous, ce qui met Novo Nordisk dans ce top 10 de Trends, c'est en soi une nouvelle gouvernance de l'entreprise. Oui, nouvelle gouvernance, un nouvel élan que l'on espère en conséquence de cette nouvelle direction et nouvelle gouvernance. Alors ça, c'est pour le secteur biotech. Et si on parcourt ce top 10, on va aussi évidemment retrouver le secteur énergie. Et je pense que on peut évoquer assez rapidement peut-être les valeurs EQT et Chevron qui font partie de ce top 10. Le EQT, c'est un nom peu connu parce que l'entreprise a changé de nom tout récemment. C'est le premier producteur de gaz aux États-Unis. Entreprise qui, à force de reprise d'autres sociétés, est devenue très intégrée. Exploration, production, transport et vente à des producteurs d'énergie électrique, par exemple, et à l'industrie. L'inconvénient de cette croissance externe, c'est un gros endettement, 8 milliards de dollars, mais l'entreprise se dit confiante dans sa possibilité de l'abaisser à 5 milliards, et c'est vrai, elle a de gros flux de trésorerie, même énormes flux de trésorerie, donc on ne se fait pas trop de soucis sur l'abaissement de cette dette, et avec cette belle tenue cette année-ci, le rapport cours-bénéfice est tombé à 13. Bon, 13, c'est pas cher payé. Si le prix du gaz baisse, bien sûr, ce sera pas le bon achat. S'il se stabilise ou augmente, on ne saurait pas l'exclure. Voilà une valeur digne d'achat pour le gaz. Et Chevron, ça veut dire quoi? On investit dans le pétrole encore aujourd'hui? Mais le pétrole a beaucoup baissé cette année et le bénéfice par action de Chevron est attendu en baisse de 27%. Mais troisième trimestre, je parle du troisième trimestre, il a été supérieur au consensus. Donc ça se passe pas trop mal pour Chevron, qui est le numéro 2 américain après ExxonMobil. Encore une fois, si on croit à une baisse du pétrole qui se poursuit, c'est pas la peine. Si on estime que la baisse est derrière nous, et peut-être que le pétrole peut rebondir, comme le gaz du reste. Par exemple, si la conjoncture chinoise reprend, on n'y croit qu'à moitié pour l'instant, elle est au plus bas, elle pourrait reprendre. Dans ce cas-là, disons, dans le secteur du pétrole, notre favori est Chevron. Voilà, c'est digne d'achat comme EQT, si on croit à un rebond de l'énergie, soyons clairs. Peut-être pas nécessairement l'achat à réaliser à tout prix dans l'absolu. EQT, Chevron pour le secteur de l'énergie, Novo Nordisk, je vais y arriver, Argenix pour les biotech. On a aussi parlé dans le premier épisode d'Aedifica et Kinepolis. Ça fait donc déjà 6 valeurs de ce top 10 que nous avons pu découvrir ensemble et critiquer dans le bon sens du terme un peu ensemble. Ça veut dire, Guy, que si je calcule bien, il nous en reste encore 4 à décortiquer. Ce sera pour la semaine prochaine. Absolument. Et je pense que nos auditeurs les plus attentifs auront quand même constaté qu'il y a un domaine que l'on n'a pas évoqué et qui pourtant a brillé dans tous les sens du terme, c'est l'or. Et c'est donc bien de ça que nous parlerons la semaine prochaine. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Guy, et rendez-vous mercredi prochain. Avec plaisir. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à tous. Alors en cette fin d'année, c'est évidemment le moment de partager nos perspectives et nos points d'attention pour l'année à venir et celle-ci se résume en 10
idées fortes. D'abord, nous pensons que les attentes de bénéfices pour 2026 ainsi que certains objectifs de fin d'année des institutions de Wall Street sont vraisemblablement trop optimistes. Selon nous, les actions devraient certes progresser en 2026, mais plus modestement qu'en 2025, avec des rendements plutôt compris entre 5 et 10%. Dans ce contexte, les dividendes et les rachats d'actions propres devraient contribuer davantage à la performance totale et pourraient favoriser une rotation sectorielle au fil des trimestres à venir. Sur le plan géographique, nous anticipons une surperformance des marchés émergents devant les États-Unis, tandis que l'Europe devrait rester en retrait en devise locale. Côté secteur, nos préférences demeurent orientées vers la technologie, les services de communication, les financières, mais aussi la santé et les utilities. Ces deux derniers secteurs sont plus défensifs et devraient nous permettre d'amortir d'éventuelles poussées de volatilité. L'intelligence artificielle conserve selon nous un potentiel de long terme considérable. Mais nous la jouons de manière diversifiée. Nous avons ainsi ouvert une position dans la technologie chinoise au deuxième trimestre et relevé notre opinion sur les utilities qui bénéficient de la demande croissante d'énergie pour alimenter les data centers. Sur les taux, nous restons prudents sur la duration, la sensibilité aux taux d'intérêt et l'exposition aux obligations souveraines. Les courbes des taux pourraient continuer à se pontifier dans un contexte de normalisation des bilans des banques centrales et de questionnement sur la soutenabilité des dettes publiques. C'est pourquoi nous privilégions le milieu de courbe et particulièrement les obligations d'entreprise. Malgré des spreads, des primes de risque comprimées, les obligations d'entreprise demeurent en effet attractives en raison de maturité plus courte et de rendement all-in toujours intéressant. Les spreads investment grade resteront vraisemblablement tendus en 2026, soutenus par une demande robuste et une offre limitée. Enfin, l'or devrait rester bien orienté, porté par les achats des banques centrales des pays émergents, à l'instar de la Chine. Enfin, en ce qui concerne les devises, nous voyons l'euro-dollar demeurer dans une fourchette de 1,15 à 1,20 et il sera toujours opportun de se couvrir de manière active face aux risques de change. En conclusion, 2026 s'annonce constructif pour les investisseurs diversifiés, à condition bien entendu de rester actif et de piloter donc activement son exposition géographique, sectorielle et devise, ainsi que la sensibilité au taux d'intérêt. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2026. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.